Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Et pour reprendre du service comme il se doit, j'ai fait un genre de choix de sélection, lequel je m'attaque en premier lieu. Si je m'attaquais sur les plus gros et les plus lourds, je me dis que non, je préfère m'attaquer à, à ceux qui sont, on va dire, entre guillemets, esthétiquement pas très visuellement beau à regarder, mais voilà, c'est un choix perso. Donc du coup, je vais décider de m'attaquer sur la ECW, Extreme Championship Wrestling. Et pour débuter ça, je commence directement avec le premier DVD, auquel je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est le DVD de la ECW House Party, donc la fête à la maison, on va dire ça comme ça. Du hardcore, entre guillemets. Enfin, du hardcore comme il se doit. Oui, je sais, la jaquette, ça fait un peu amateur. Je trouve que ça fait très dégueulasse. Et du coup, what the fuck, de pourquoi un tel choix de graphique. Donc, ouais, en plus, ce show-là, il a eu lieu, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai la feuille sous le papier, enfin, j'ai la feuille sous les yeux. Il s'était déroulé le 10 janvier 1998 ou 98 si vous préférez. Mais il y a les genres de dates de diffusion, il y a le 14 et le 21. Et comme il se doit dans la ville de Philly, Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique bien sûr, à l'Arena ECW, donc l'ancienne arène de la ECW. Et du coup, comme vous voyez, tous les matchs sont inscrits dans ce DVD-là. C'était l'époque de la Hardcore Revolution pour la ECW. Et bien sûr, il y a le DVD. On l'a commandé de mieux. Alors j'ai décidé d'éteindre les lumières de ma chambre pour laisser place au rond light. Ouais, parce que j'utilise les lumières du light pour mieux filmer avec le trépied. Donc voilà tout. Voilà comment l'explication. D'ailleurs, je vais un petit peu le cadrer. Parce que je sais pas si c'est moi qui le cadre mal ou si c'est l'impression. Ouais, parce que parfois il fait un peu de caprice. Alors, vu comment je vais m'attaquer directement à ce match. Alors, tout simplement, le match qui oppose, c'est un match par équipe de 3 contre 3, si je dis pas de bêtises. Et l'équipe s'intitule The Hardcore Chair Swing Freaks, équipe composée de Axel Rotten, Balls Mahoney et Tommy Dreamer, accompagné par Beulah McGillicuddy, qui est son épouse dans la vraie vie. Et d'ailleurs, désolé pour les reflets au passage, qu'ils affrontent tout simplement The Full Blood Italian, donc The FBI. Alors rien à voir avec la, avec avec les agents du FBI qu'on a aux États-Unis. Rien à voir avec cette organisation anti-criminelle, anti-terroriste, anti-injustice, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il s'agit tout simplement de catcheurs italiens qui sont composés de sang italien pour faire la révolution italienne. Et du coup, parmi dans l'équipe, il y a The Little Guido, ou James Maritato, que j'aime aussi bien sûr l'appeler, mais on l'appelle aussi également Nunzio, à l'époque à la WWE, avec Tommy Rich et Tracy Smothers. Donc oui, c'est... Disons que au tout début du match, ça a commencé avec une promo, et du coup, vu comment les full blood italiennes sont un peu des heels, et du coup, il y a un peu du quiproquo par-ci par-là, et j'en passe des trucs, et du coup, vu comment il y a que des démos qui fusent auxquels j'ai pas envie de me prendre la tête d'y en parler, si ce n'est que je sais que normalement ça vale le coup d'en parler, mais en parler ce serait assez trop long. Et du coup, je préfère
directement aller à l'essentiel, si ce n'est que ça a conclu avec une droite de la part de l'équipe adverse qui sont les Babyface. Et que voilà comment se débute le match avec tout d'abord, bah, il y a le côté opportunisme, le côté un peu saligo de la part des full blood italiennes, de, de toujours un peu essayer de prendre les gens par surprise ou au dépourvu, pour un peu commettre aussi une tricherie. Donc ils prennent aussi parfois des libertés, et pourtant, malgré toutes les actions de filouterie, ça va se retourner contre eux. Un coup qu'il y a, bien sûr, Axel Rotten, Balsam Mahoney et Tommy Dreamer. Quand l'un des trois passe à la charge, c'est sûr, ça provoque une grosse, large réaction. Donc c'est pour vous dire la réaction qu'ils avaient. Et que, bah, tout simplement, bah, ce qui était sûr, c'est que c'était tout simplement bah, les hardcore Chair Swing Freaks qui remportent le match. Donc oui, équipe composée de Axel Rotten, Balls Mahoney et Tommy Dreamer, tout simplement. Alors je sais pas pourquoi je n'arrête pas de bouger parce que j'ai l'impression qu'il est mal cadré. Je suis désolé si c'est pas très bien cadré. Pourtant j'essaye de le mieux cadrer comme il se doit, mais c'est pas évident. Donc désolé. Et pour ce match-là, bah, vu comment il était pas mal, et en plus ce que je vous ai oublié de dire, c'est que il y avait les arbitres, Jim Moulino et Jeff Jones, qui, si je dis pas de bêtises, bah, ça a conclu par les victoires d'un arbitre en question. Et du coup, on se dit, ok, même si c'est victoire de l'équipe en question, ah bah, l'arbitre aussi fait le tomber. En même temps, la ECW, il y avait aussi des trucs qu'on pouvait voir et que maintenant on essaye de voir aussi actuellement du côté de la All Elite Wrestling. Et du coup, bah, tout simplement, bah, ils essayent de tenter des... Ils ont beau tenter des trucs, ça restait pour le moins bah, original. Je vais pas vous le cacher ça. Même si ce n'est que, on va pas se mentir, la ECW avait les bonnes idées en premier lieu, qu'ils ont été volées par les deux gros monstres, les deux concurrents que sont la WWF, ou plutôt la WWE de l'époque, et la WCW. Mais bref. Et donc, comme j'ai dit, ce match-là, 3,60. Et maintenant, par la suite, ben, un autre match. Oui, un autre match. Et ce match-là, il était plutôt énorme, je ne vais pas vous le mentir, entre Jerry Lynn contre Chris Candido. Alors, bien sûr, je ne sais pas s'il est marqué. Non, il n'y a pas d'accompagnant. Et encore moins sur ma feuille, dorénavant. Mais tout ce que je sais, ben, c'était un match purement solide, même si ça s'est joué pas forcément à grand chose, auquel il n'y a pas forcément d'enjeu, je vais pas vous le mentir. Mais ce que je peux le constater, c'est que le match était plutôt sympa, mais sans plus. Et que peu importe l'issue de ce match, ça aurait été n'importe qui, on s'en laverait les mains. Et pourtant, malgré tout et contre toute attente, eh ben, c'est victoire de Jerry Lynn qui bat Chris Candido. Car après un long passage de phase domination de Candido et également de la roublardise de Jerry Lynn, même si c'est plutôt du côté du heel qui a largement dominé le match, bah il en a quand même un petit peu chié ce cher Jerry Lynn. De toute façon, tous les catcheurs en chient à la ECW, c'est pas ce qui est surprenant, comme dans le catch en général. Voilà, tout simplement. Donc ce match-là, 3,70 ou 70 si vous préférez. Et là, ben, on passe à un autre niveau, un autre level de cette carte, de ce genre d'événement, de ce genre de match, même si c'est pas l'événement principal, le main event, même si c'est pas ça. Donc un match purement japonais entre Gren Hamada contre Gren Naniwa. Alors si j'ai bien compris, et si j'en crois bien mes souvenirs de l'époque, vu comment j'avais déjà vu le show Barely Legal
en version VF, commenté par ce très très cher Philippe Chéreau qui va nous manquer terriblement s'il arrête les commentaires officiellement. Et donc ça a été commenté par lui et par Christophe Ajus. Donc si j'avais bien compris dans le match, dans le match qu'il y avait à Berlin Eagles, c'était un 3 contre 3 et que c'était les mecs de la Michinoku Pro Wrestling. Donc une fédération purement japonaise, basée sur le style un peu lucha libre et puroresu. Et si on combine tous les deux, ça fait lucha resu. Et si j'avais bien compris, parce que je m'étais un petit peu trompé, je pensais que c'était Taka Michinoku, le propriétaire de la Michinoku Pro Wrestling, vu comment ça a à peu près le même nom. Eh ben non, ça appartient à ce très cher Great Sasuke. Donc auquel je ne savais pas que c'était lui le big boss. Enfin, de cette promotion en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus dans ce match-là, si ce n'est que c'était démonstration de prise aérienne, de prise très technique, vu comment ils aiment aussi la technique. Et dans ce match-là, c'est vrai qu'ils ne développent pas le côté storytelling, pas assez de... Comment je pourrais dire sans trop causer du tort ou quoi que ce soit, sans être méchant, ils avaient pas, on va dire, créé de véritables storylines et de rivalité solide. Voilà tout. Vu comment eux, leur but, la ECW et la vision de Paul Heyman, parce que c'était lui le promoteur à l'époque, sa vision de cette ECW-là, c'était disons, le but, c'était pas faire quelque chose de très plat, de quelque chose d'assez lisse ou de trop divertissant ou où il y a trop de trucs ridicules. Eux, leur but, c'était de faire un véritable combat, quitte à dépasser les limites de l'inacceptable. Et du coup, c'est ce que Paul Heyman voulait. Et c'est ce que le public qui était assoiffé de sang voulait également. Alors que si tu fais, on va dire, venir des bons techniciens et que tu leur fais raconter quelque chose du fait que ils s'adaptent très bien au style ECW, il y a forte chance qu'ils sont très bien acceptés. Que ce soit les catcheurs étrangers comme le Mexique, le Japon, l'Angleterre ou l'Allemagne, peu importe de pays différents, du fait qu'ils font le taf, le reste c'est tout ce qui compte. Mais en fin de compte, certes, après des multiples prises et des multiples spots, c'est en fin de compte Gren Hamada qui bat Gren Naniwa. Donc si j'ai bien compris, l'un des deux est masqué, et si je crois bien que c'était Gren Hamada qui était masqué, et Gren Naniwa c'était celui qui était pas masqué. Si ma mémoire est bonne, hein, parce que je viens de le regarder hier soir, et du coup j'essaie de retenir ce qui s'était passé, donc en fin de compte. Donc voilà tout, voilà tout. Et maintenant, le match en question, 3,50, je le mets. Et pour le match suivant, c'est un match... il n'y a pas forcément trop de trucs à rajouter, si ce n'est que c'est un match normal. Enfin, de toute façon, à la ECW, il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas, comme par exemple dans un match par équipe, soit il y a changement ou pas, peu importe, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ont une totale liberté sur ce qu'ils veulent. S'ils veulent sortir les objets, ils sortent les objets. Il n'y a pas de contrôle, de restriction de ne pas prendre d'objets. Tout est permis. Et c'est ça ce qui caractérise la ECW. C'est que tout est permis, ils peuvent se le permettre, car l'arbitre n'a pas, on va dire, à intervenir, de dire non, faut pas prendre ça. À la ECW, on s'en bat les couilles, il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on veut. C'est pas comme dans toutes les autres promotions. Donc voilà tout. Le match entre Al Snow et Amish Roadkill, qui était accompagné par Chastity et Paul Diamond. Alors si j'ai bien compris, euh, Chastity c'est une meuf, si j'ai bien compris. Et ce qui était fabuleux dans ce genre de segment, parce que il y avait la promo, mais le public s'en battait tellement les couilles qu'ils avaient apporté les têtes de mannequins. Parce que vous savez, Head,
C'est la tête que aime utiliser Al Snow. Et d'ailleurs, je crois qu'avant d'utiliser cette idée-là à la WWF, il le faisait à la ECW, qui lui a valu un immense succès pour le public de la ECW, à tel point que le public va se ramener avec les têtes, commencer à l'agiter dans tous les sens. Et je dis bien tout le public, hein, vraiment tout le public très hardcore, très véreux de catch hardcore, et qui se ramène. Et du coup, ben, ça va durer, je sais pas combien de minutes, mais ça va être très très long, jusqu'à ce que, en fin de compte, Al Snow arrive avec Ed. Et du coup, ben, il agite Ed comme on agite un genre de trophée. Et puis, ben, ça va s'envenimer dans le match. Pas mal de prises, pas mal d'offenses. Des tentatives d'intervention de Chastity et de Paul Diamond, mais sauf que tout est permis, donc ils peuvent se le permettre, ils n'ont pas besoin de cacher leurs actes. Et en fin de compte, ce n'est même pas Amish Roadkill qui ne remporte même pas le match, mais bien et bien Al Snow qui va l'emporter. Tout ce que je sais, c'est lui qui va battre tout simplement Amish, mon Amish, comme dirait Jacob Vadok. Donc voilà tout. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus? Rien d'autre à rajouter. 3,40, c'est pas mal. Et voilà tout, j'en reste sur ma fin. Ensuite, ben, l'autre match suivant, bah, c'est Justin Credible accompagné par Jason et Nicole Bass contre The Great Sasuke. Alors, tout ce que je sais, ça va commencer avec une promo auquel c'est Jason, oui, ce gars vraiment musclé, même si Justin Credible, qui veut paraître crédible, il veut vraiment être crédible. Bah, je trouve que à côté des deux là, Jason et Nicole Bass, euh, il fait, euh, il fait un peu petit bras comparé aux deux autres, hein. Parce que nom de Dieu, cette Nicole Bass, je sais pas si avant Shaina, c'était elle la plus musclée des deux, ou alors est-ce que c'est Shaina la plus musclée que Nicole Bass, mais putain, quel physique! Franchement, il faut vraiment le voir pour le croire. Elle a un putain de physique, vraiment musclé. J'ai même failli croire que est-ce que c'était un mec à l'époque, parce que de voir le physique, elle a vraiment le physique d'un homme, mais un homme qui s'est laissé pousser les seins et j'en passe d'autres. Et dans cette promo, bah, j'ai pas envie de tout citer ce qu'il y avait dans la promo. Tout ce que je sais, bah, Jason fait sa promo et au passage qui roule une pelle à Nicole Bass. Du coup, en voyant cette scène-là, je m'étais dit, c'est un petit peu gênant. On a l'impression de voir bah, soit un couple de gays ou de trans qui se roulent des pelles à la télé. Enfin, juste une ou deux pelles, mais pas plus. Donc ça m'a fait un peu sentir bizarre, mais je me dis, qui suis-je pour juger? Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est vrai que Justin Credible, à côté de la promo là, eh ben, il fait un peu petit bras et plutôt très niais, je vais pas vous le mentir. Il a, il a pas forcément dit grand chose, si ce n'est que il a fermé sa bouche et laissé bah, Jason parler à sa place. Super la subtilité et super la logique. Bref. Donc dans ce match-là, ça poursuit avec certes un Justin Credible qui veut paraître crédible dans le match, vu comment il veut être crédible, comme l'indique son nom, alors que Great Sasuke, lui, c'est plutôt, il catch plutôt comme un karatéka, vu comment, vous le saviez, il catch en genre de pyjama noir ou de kimono de karaté, quoi, vu comment c'est, on va dire un genre de karatéka. Et vu comment il envoie des sacrés middle kicks, des high kicks et j'en passe des kicks en tout genre et de ces manœuvres aériennes auxquelles il peut effectuer, eh bien il va nous aussi sortir l'une de ses plus grandes classiques, le Sasuke Special, qui est un saut
de la troisième corde alors que la personne est à l'extérieur pour l'attraper. Un peu comme un Topekon Hero ou Tope Suicida. Et, euh, et dans ce match-là, certes, ça poursuit. Il y avait intervention de Jason, mais vu comment il n'y a pas personne à dire de ne pas intervenir, ils interviennent quand même. Et grâce à l'intervention, c'est grâce à ça comment Justin Credible bat Great Sasuke, tout simplement. Donc il bat Great Sasuke alors qu'il n'y avait pas d'enjeu, grâce à l'intervention de Jason. Et du coup, ce match-là, 3,50. Rien d'autre à rajouter là-dessus. Et le match suivant, RVD, Rob Van Dam contre Bam Bam Bigelow. Et bien sûr, toujours pour Rob Van Dam, accompagné par Bill Alfonso. Ce très cher Bill Alfonso qui est toujours fidèle à la team Van Dam Sabu. Et auquel il n'hésite pas non plus un seul instant de casser les oreilles des passants et des catcheurs au passage, à tel point qu'on a envie de lui faire bouffer son sifflet à ce très cher Bill Alfonso. Même si dans ce match-là, entre Van Damme et Bigelow, je ne sais pas si je l'avais déjà parlé de ce match-là, mais tout ce que je sais, c'est une opposition de ce style. T'as un style technique et aérien de la part de Van Damme, alors que t'as un style plus lourd, enfin du costaud, et de la brawl du côté de Bigelow. Et du coup, vu comment c'est intéressant de voir l'opposition de style, est-ce que Van Damme va réussir à battre Bam Bam Bigelow ou Bigelow qui va plutôt le battre clean Van Damme? Ça dépend l'issue de ce match et de quelle façon on peut le voir. Bon, tout était permis, hein. Comme je l'ai dit, tout est permis à la ECW. Inutile de le faire savoir, c'est pas la peine de trop insister sur pourquoi tout est permis, pourquoi tout n'est pas mieux structurisé. Voilà, je préfère même pas trop en savoir si ce n'est que c'est Van Damme qui va en venir à bout de Bigelow. Je crois que c'est un Van Terminator ou un Van Daminator plus d'un Splinglight et Moonsault, ou plutôt son fameux Costucosa lui, ou également le 5-Star Frog Splash qu'il possédait déjà et qu'à la grande époque, il ne vendait pas la douleur au niveau de l'abdomen. Je ne sais plus, mais tout ce que je sais, c'est lui qui bat Bam Bam Bigelow et auquel il ressort grandi de cette confrontation face à Bigelow. Voilà tout. Et là maintenant, encore un autre match d'opposition entre Taz, oui, le père de ce très cher Hook, qui est justement dans The Ops, l'opposition, équipe composée de Samoa Joe, Powerhouse Willows, Katsuyori, Shibata et quelques mecs du dojo Ops. Donc oui, qu'il affronte tout simplement Tukol Scorpio. Donc oui, Taz affronte Tukol Scorpio. Et tout ce que je peux dire à propos de point de vue, de mon propre point de vue concernant Hook, je trouve que il est pas si impressionnant et pas si massif que l'était son père. Pour moi, son père, malgré qu'il était si petit comparé aux géants de l'époque, il était crédible par rapport à son physique très massif. Et quand il te fait valdinguer de l'autre côté du ring ou de l'autre côté de la pièce s'il le faut, il te le fait. Alors que Hook, c'est pas méchant, mais il est plutôt maigrichon comparé à son père. Ça, c'est que mon avis, hein. Il n'y a pas de haine contre Hook, si ce n'est que je sais qu'en ce moment, Hook, il est plutôt utilisé comme de manière assez n'importe quoi. Mais vu comment le sujet c'est pas Hook, mais plutôt de Taz. Vu comment l'opposition de style est Taz, l'homme fort, la brute, et Tukol Scorpio, la technique, et là, tout simplement, si je dis pas de bêtises, la voltige. Donc c'est sûr qu'il y a une sacrée opposition de style. Et quand Taz il enchaîne avec ses fameuses grosses souplesses, c'est sûr il va pas de main morte. Alors que Tukol Scorpio,
Lui, il cherche tout simplement à en venir aux mains en finissant avec Taz au plus vite, en utilisant son intelligence, sa tactique et de toute la disposition qu'il peut faire face à un mec dangereux comme Taz. Mais que nenni de la part de Tuco Scorpio, il aura tout tenté et il se fait avoir dans un kata hajime qu'il appelle tout simplement Taz, la Taz mission, qui le fait soumettre. Donc il le fait soumettre tout simplement et c'est lui qui remporte le match. Et que ce match-là, si j'ai bien vu, si j'ai bien écrit, je lui mets allez, un bon petit 3,80. Je vais mettre plutôt cette note-là. Malgré qu'elle n'est pas si objective. D'ailleurs, tous mes notes ne sont pas objectives, hein, c'est que uniquement mon avis. Au début, je voulais jouer sur la subjectivité, mais vu comment c'est compliqué d'être subjectif si personne n'est d'accord, je décide d'en faire à ma façon. Après, toute bonne chose est bonne à prendre, ou pas du tout. Plus que deux matchs après, c'est terminé. Les Dudley Boys Brothers, oui, il y a un Brothers aussi, même si ça s'intitule aussi les Dudley Brothers, mais je préfère appeler les Dudley Boys Brothers avec Boo Boo, Boba Ray Dudley et Devon Dudley avec Big Dick Dudley, qui étaient accompagnés bien sûr par Joel Gertner Dudley et Sing Guy Dudley. Donc oui, pourquoi il y a des Dudley dans cette équipe des Dudley Boys? Comment vous l'expliquer, si ce n'est que je vous l'avais déjà expliqué dans le DVD des Dudley Boys? Alors, c'est simple. Disons que l'histoire qui a été racontée à propos des Dudley Boys, c'était que euh, lui, Devon et d'autres gars ne sont pas, on va dire, de véritables frères de sang, si ce n'est que ce sont, on va dire, des frères des autres mères, vu comment c'est, entre guillemets, le même père, qui est allé... C'est vrai que c'est assez lunaire à comprendre. Disons que l'histoire auquel ils essayent de nous raconter, c'était que leur père, qui est un véritable coureur de jupons au possible, il est allé dans plusieurs états différents rencontrer n'importe quelle fille auquel il aurait des relations sexuelles très intimes et auquel ça va donner naissance à la plupart des fils auxquels il a entre guillemets fait avec différentes conjointes. Et c'est comme ça comment l'équipe de Dudley Boys s'est mis en place en ajoutant Baba Ray Dudley, Devon, Big Dick, et j'en passe de toute la clique auquel il y a eu. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, mais vu comment on sait que ils sont pas réellement frères dans la vraie vie, ils sont plutôt amis, collègues. Mais vu comment cette histoire est un petit peu, certes, lunaire à comprendre, mais drôle à la fois, j'ai pas trop d'avis négatifs à ce sujet, si ce n'est que, assez trop parlé des Dudley Boys, ils affrontent tout simplement les Gangsta Nators, donc les Gangsta Nators composés de Spike Dudley, le petit frère auquel il s'est retourné contre ses grands frères, qui fait équipe avec The New Jack, ou plutôt New Jack seulement, et John Cronus. Si j'ai bien compris, l'un des futurs, ou je crois anciens membres de la Demolition avec Perry Saturn. Et tout ce que je sais, ce match-là, gros bordel. Gros bordel entre les deux équipes, si ce n'est que ça se bagarre partout. Et quand ça se bagarre partout, c'est sûr, le public de la ECW, de la ECW qui est plutôt chaud et plein à craquer sur le point d'exploser et d'assister même aux confrontations des catcheurs, c'est sûr, ils sont largement excités, quitte à donner des objets dans le public pour que ça soit minimum un peu plus piquant au possible. Donc du coup, ça va forcément laisser des dégâts, euh, comme ci, comme ça, et que par la suite, encore des enchaînements, et même de spots en tout genre. Et j'en passe des trucs, si ce n'est que lorsqu'il y a des objets tranchants et pointus assez dangereux, c'est sûr, ça devient assez inquiétant, limite jubilatoire pour ceux qui kiffent
trop la violence. Vu comment la ECW, on va pas se mentir, comme toutes les autres structures hardcore, il y a un petit côté horrifique dans la manière de choquer les fans et de choquer même les téléspectateurs. En tout cas, ceux qui le découvrent pour la première fois. Et pourtant, malgré contre toute attente, c'est les Dudley Boys Brothers, donc les frères Dudley, qui battent l'équipe des Gangsta Nators, donc Spike Dudley, New Jack et John Cronus. Et que ce match-là, c'est un 3,60. Donc je décide de mettre ça, pas parce que je n'ai pas aimé forcément, disons que ça a été un énorme gros bordel, mais un bordel auquel ça laisse tout le monde sur leur faim. Voilà tout. Et maintenant, le main event, donc l'événement principal, entre le Sandman contre Sabu. Ce très cher regretté Sabu, qui est même décédé cette année en plus, et auquel avant qu'il décède Sabu, il a su effectuer son tout dernier match, et du coup, il n'y a pas de match d'adieu pour tirer sa révérence, si ce n'est que il a rendu l'âme, malheureusement. Concernant le Sandman, certes, son entrée est très acclamée par le public, que le public chante à l'unisson sa musique d'entrée. Et lorsqu'il effectue son entrée avec la musique, certes, il a toujours une clope au bec et les bières dans différentes poches à la main pour mieux trinquer avec le public, quitte à dire faire des gloués ou cul sec, puis par après cracher dans le public, parce que le public kiffe quand le Sandman crache de l'alcool. Alors que ça arrive de temps en temps que le Sandman peut catcher bourré en plein match, et ça c'est possible. Et tout ce que je sais, c'est qu'il y a une échelle, il y a du barbelé, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont décidé de faire un match avec des fils barbelés. Et celui qui décroche en premier, c'est sûr, va augmenter la violence possible pour tout simplement faire sentir à son adversaire sa propre médecine très douloureuse. Et ça, Sabu pouvait au moins en témoigner de son vivant, ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais vu comment c'est impressionnant les cicatrices qu'il a sous tout le corps, il n'y a pas un corps de Sabu qui n'est pas taché de cicatrices, si ce n'est que c'est sur les cicatrices il aura tenu à vie jusqu'à sa disparition. Et du coup, ça s'enchaîne trop grave entre les deux catcheurs, que des grosses prises sur grosses prises, donc des spots sur spots, la furie du public qui sont en délire. Et quand Sandman, je crois que c'est lui qui va décrocher le barbelé, c'est sûr, il va commencer à fouetter très sauvagement Sabu, puis Sabu également. Donc c'est sûr, c'est du vengeance pour vengeance. Et malgré tout et contre toute attente, même si Sabu était presque déterminé à en finir avec le Sandman, avec sa double ou triple jump moonsault ou d'autres prises très aériennes, très dangereuses auxquelles on sait que c'est un énorme casse-cou qui n'hésite pas à prendre des prises de risque inconsidérées, il tente des trucs, que des trucs et que des trucs. Sabu, ça ne passe pas comme le Arabian Facebusters et d'autres prises finish, si ce n'est que ça ne passe pas malheureusement. Alors que du côté de Sandman, il suffit des coups de kendo, coups de barbelé et le finish pour en venir à bout de Sabu, tout simplement. Et c'est lui qui je sais même pas si c'était lui le champion, mais je crois que c'était lui qui avait le record d'avoir gagné plus de titres de la ECW. Il me semble, hein. Mais c'est lui qui bat Sabu, tout simplement. Et voilà comment se conclut le show de House Party. Donc voilà tout. Ce match-là, je lui mets un 4 parce qu'il y a l'implication du public qui a très bien réagi et également le match qui était hardcore au possible. Donc voilà tout. Donc tout ce que je peux dire, les matchs et l'ensemble, parce qu'il y a des petits bonus, mais sauf que les bonus ne servent à rien si ce n'est que ce sont des promos et les matchs auxquels ils ont été coupés, voire rushés.
Pour le DVD, je le mets tout simplement pour l'ensemble 3,50 sans plus. Donc voilà comment je pourrais en dire là-dessus, si ce n'est que voilà. Tout est terminé pour cette review de DVD de catch. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée et bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.